Le silence de Genève. 44 jours. C'est le temps qu'un chef d'État peut-il rester silencieux avant que le silence lui-même ne devienne une information? Une réunion de crise s'est tenue ce mercredi 22 juillet à Yaoundé, au siège du parti au pouvoir. Officiellement, l'ordre du jour n'a pas été communiqué. Mais une question traverse tout un pays. Où est le président de la République et pourquoi personne ne semble en mesure d'y répondre clairement? Mais ce n'est pas tout. Car ce qui se joue actuellement à Genève, sur les bords du lac Léman, ressemble de moins en moins à un simple séjour privé. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Reprenons les faits établis, ceux que personne ne conteste. Le 7 juin 2026, Paul Biya, 93 ans, quitte Yaoundé en compagnie de son épouse Chantal Biya à destination de Genève. Ce déplacement est initialement présenté par la présidence comme un court séjour privé en Europe. Et pourtant, un détail change tout. Depuis cette date, le président n'est plus réapparu publiquement. Aucune image, aucune déclaration filmée, aucune sortie officielle depuis 44 jours. Le 17 juin 2026, le magazine panafricain Jeune Afrique publie une information qui va changer la tonalité de l'affaire. Selon le média, le chef de l'État serait pris en charge dans une clinique privée genevoise, à la suite d'un malaise survenu lors des célébrations de la fête nationale du 20 mai 2026. La réaction ne se fait pas attendre. Dès le lendemain, le 18 juin, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, publie un communiqué ferme. Il dément toute hospitalisation, qualifie les informations de « conjectures malveillantes et infondées » et assure que le président regagnera le Cameroun dans les plus brefs délais. Cette promesse-là, en tout cas, est vérifiable. Et plus d'un mois plus tard, elle n'a manifestement pas été tenue. Mais un communiqué ne suffit jamais à clore un dossier de cette nature. Car pendant que le gouvernement dément, la réalité du terrain raconte une toute autre histoire. Partie 2. Le conflit, les tensions. D'un côté, la version officielle. Un chef de l'État en pleine forme, en simple séjour privé, qui vaque normalement à ses activités. De l'autre, un faisceau d'éléments qui, sans jamais constituer une preuve à eux seuls, s'accumulent au point d'interpeller jusqu'aux observateurs les plus prudents. Car voici ce que documentent plusieurs médias, dont Jeune Afrique. Ce n'est plus seulement le président et son épouse qui séjournent à Genève. C'est, selon ces sources, une bonne partie du clan familial qui s'est retrouvé à l'hôtel Intercontinental. Chantal Biya, Junior et Brenda Biya, la gouvernante présidentielle, mais aussi, plus surprenant encore, Céline Ngo, épouse du secrétaire général de la présidence Ferdinand Ngo, resté lui à Yaoundé. Certains observateurs y voient une simple coïncidence familiale. D'autres, plus circonspects, s'interrogent. Pourquoi réunir autant de proches autour d'un simple séjour privé? La question reste posée. Autre élément troublant selon la même enquête. Pierre Meba, le frère cadet du président, aurait lui aussi été hospitalisé à Genève au même moment. Une coïncidence de calendrier qui, si elle était confirmée, dirait quelque chose sur la vulnérabilité d'une génération entière au sommet de l'État, sans qu'il faille y voir, à ce stade, quoi que ce soit de plus qu'une coïncidence. Et puis il y a eu cette fête. Le 31e anniversaire de Junior Biya, célébré à l'Intercontinental de Genève dans une ambiance que plusieurs médias qualifient d'inhabituelle pour une famille présidentielle réputée discrète. Certains y voient une opération de communication destinée à rassurer l'opinion. D'autres se demandent si l'on ne cherche pas, au contraire, à détourner l'attention d'une situation plus grave. Beaucoup s'interrogent. Personne, à ce jour, ne détient la réponse définitive. Mais le camp gouvernemental, lui, ne varie pas d'un mot. Pas d'hospitalisation, un simple séjour, un retour annoncé dans les plus brefs délais. Une formule qui, répétée depuis plus d'un mois sans jamais se concrétiser, finit par interroger jusqu'aux plus loyaux soutiens du régime. Partie 3. Décryptage et mise en perspective. Alors, que sait-on réellement de l'état de santé du président camerounais? Ici, la prudence s'impose plus que jamais, car aucune source médicale officielle ne s'est exprimée. Selon plusieurs informations non confirmées, relayées notamment par Jeune Afrique, le président suivrait un traitement lié à une maladie de la prostate et aurait par ailleurs subi une intervention portant sur le genou. Il s'agirait, toujours selon ces informations, de complications liées à cette double prise en charge qui expliquerait la longueur inhabituelle du séjour. Rien de tout cela n'a été confirmé par une autorité médicale ou par la présidence elle-même. Ce ne sont, à ce stade, que des éléments d'enquête journalistique à prendre avec toute la prudence qu'ils imposent. Un lanceur d'alerte camerounais installé en France, connu pour ses révélations régulières sur des dossiers sensibles touchant l'appareil d'État, affirme de son côté qu'une intervention chirurgicale aurait eu lieu durant ce séjour. Il convient ici d'être clair. Cette source, aussi régulièrement reprise soit-elle par une partie de la presse, est également critiquée par ses détracteurs, qui lui reprochent parfois certains raccourcis.
Une information à traiter donc comme une hypothèse parmi d'autres, pas comme une certitude. Reste une question institutionnelle, elle bien réelle et bien documentée. Que prévoit la Constitution camerounaise en cas d'empêchement prolongé du chef de l'État? Le texte fondamental évoque un mécanisme de suppléance, mais plusieurs juristes et partis d'opposition, dont l'UDC, font remarquer que ce mécanisme n'a, dans les faits, jamais été activé ni clarifié dans le contexte actuel. Le vide n'est peut-être pas seulement médical. Il pourrait aussi être institutionnel. Et c'est peut-être là que se niche la vraie question, celle qui dépasse la santé d'un seul homme. Un pays de plus de 25 millions d'habitants peut-il fonctionner durablement dans l'incertitude sur l'état de celui qui le dirige depuis 1982? Partie 4. Analyse satirique des pratiques. Ah, mes chers compatriotes. Installez-vous bien, prenez votre petit café, parce qu'on va parler d'un sport national qui ne figure dans aucun programme olympique, mais que notre pays pratique avec une constance admirable depuis des décennies. Le déni de haut niveau. Discipline exigeante, réservée aux professionnels aguerris du micro et du communiqué, et dans laquelle, il faut bien le reconnaître, nous excellons plus que dans certaines compétitions sportives ces dernières années. La règle du jeu est simple, et pourtant tellement sophistiquée. Le chef de l'État se porte bien et regagnera le pays dans les plus brefs délais. Une phrase magique, presque une formule qu'on réchauffe indéfiniment sans jamais qu'elle ne perde de son autorité. 3 jours, 3 semaines, 44 jours et on continue de compter. La formule, elle, ne bouge pas d'un iota. On dirait un abonnement à durée illimitée. Dans les plus brefs délais. Chez nous, ce n'est pas une unité de temps, c'est une posture philosophique. Et pendant que la formule tourne en boucle, le citoyen ordinaire, lui, fait ce qu'il sait faire depuis des décennies. Il observe, il commente, il rigole un peu jaune, et il retourne à ses embouteillages, son loyer à payer, sa moto-taxi, ses dépenses de la semaine. Parce qu'ici, on a appris à vivre l'incertitude institutionnelle comme d'autres vivent la météo. On ne la contrôle pas, alors on s'habille en conséquence et on avance. On n'est pas ensemble, disent certains sur les réseaux sociaux. Traduction libre. La solidarité nationale a ses limites, surtout quand le sommet de l'État semble plus proche d'un lac suisse que du fleuve qui traverse la capitale. Parlons un peu du décor. Tiens. Genève. La ville des banques discrètes, des cliniques encore plus discrètes, et visiblement, ces temps-ci, d'une partie de la sphère présidentielle camerounaise en résidence prolongée. On pourrait presque rebaptiser un étage de l'hôtel intercontinental le temps d'un séjour qui n'en finit pas de ne pas finir. Épouse, enfants, gouvernante, belle famille au grand complet. Il ne manquait plus que la fanfare municipale pour que ça ressemble à un vrai déplacement officiel. Sauf qu'officiellement, ce n'en est pas un. Juste un séjour privé. Un séjour privé qui mobiliserait, selon plusieurs médias, un paquet de monde et une bonne partie d'un hôtel. La discrétion dans toute sa splendeur. Tout le monde s'interroge, personne ne confirme, et le communiqué officiel continue de parler d'autre chose. Il faut dire que nous avons, chez nous, une véritable école de la litote administrative. On ne dit jamais « le président est malade ». On dit qu'il se repose. On ne dit jamais « il est hospitalisé ». On dit qu'il poursuit ses activités dans un cadre privé. On ne dit jamais « on ne sait pas quand il rentre ». On dit « dans les plus brefs délais ». Un peu comme au marché, on ne dit jamais que le prix a doublé, on dit que la situation s'est un peu tendue. La sémantique, chez nous, c'est un sport de contact. Et que dire de cette réunion de crise du mercredi 22 juillet, au siège du parti au pouvoir à Yaoundé? Officiellement, rien à signaler, ordre du jour non communiqué, business as usual. Officieusement, il faudrait être bien naïf pour croire qu'on réunit tout un comité central un mercredi matin, en pleine saison des pluies, pour parler de l'entretien des routes. Non, non. Quand le sommet d'un parti se réunit sans dire pourquoi, c'est en général le signe que le « pourquoi » est justement ce que l'on cherche à ne pas dire. Le silence institutionnel, chez nous, a toujours été plus bavard que les communiqués eux-mêmes. On pourrait presque imaginer la scène, façon théâtre populaire. D'un côté, le porte-parole du gouvernement, cravate bien nouée, qui répète que tout va bien, que c'est un séjour privé, que la santé du chef de l'État n'appelle aucune inquiétude particulière. De l'autre, l'opinion publique, assise sur son banc, bras croisés, qui hoche la tête poliment tout en pensant très fort. On a compris depuis longtemps que « rassurer » et « informer » ne sont pas tout à fait la même chose. Et le rideau ne tombe jamais, parce que la pièce continue, saison après saison, avec les mêmes acteurs et les mêmes répliques. Cette chorégraphie, d'ailleurs, n'a rien d'exclusivement local. On l'a vu jouer, avec des variantes, sous d'autres cieux et d'autres régimes vieillissants, sur le continent comme ailleurs. Le communiqué rassurant sorti à la va-vite, la photo d'archive ressortie au bon moment pour prouver que tout va bien. L'entourage qui voyage beaucoup sans jamais expliquer la nature exacte de ses déplacements. C'est presque devenu un manuel non écrit, transmis de génération en génération de communicants,
comment gérer une absence prolongée sans jamais prononcer le mot qui dérange. Un classique du genre, disponible, semble-t-il, en libre service dans plusieurs capitales. Il y a quelque chose de profondément révélateur, aussi, dans cette capacité collective à faire de l'incertitude un motif d'humour plutôt que de désespoir pur. On plaisante sur les réseaux, on fabrique des formules, on continue à vivre. Parce qu'au fond, traverser l'absence prolongée du sommet de l'État avec le sourire, c'est peut-être une façon de dire que la vie du pays, elle, doit continuer, qu'on nous informe ou pas. Un peuple entier qui apprend à fonctionner sur du sable institutionnel mouvant, tout en gardant, contre vent et marée, son sens de la dérision. Voilà peut-être la vraie prouesse de ces dernières semaines, plus impressionnante, disons-le, que n'importe quel communiqué de presse. Alors, résumons ce système avec la formule qui convient. On ne ment jamais officiellement, on choisit juste, avec un art consommé, de ne jamais tout à fait dire la vérité non plus. Entre les deux, il y a tout un océan de, dans les plus brefs délais, que la population continue de traverser à la nage, en riant jaune, en attendant patiemment le prochain communiqué qui, comme les précédents, risque fort de ne rien communiquer du tout. Conclusion. Résumons ce que nous savons, sans jamais trancher ce qui reste incertain. Un président de 93 ans, absent de la scène publique depuis 44 jours. Un gouvernement qui dément toute hospitalisation. Une presse panafricaine qui documente une réalité clinique. Une famille entière rassemblée à Genève. Et une réunion de crise, ce jour même, dont personne ne veut préciser l'objet. Entre ces deux versions, celle du silence rassurant et celle des questions qui s'accumulent, où se situe la vérité?